mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. Nous sommes au CRES de Badalabougou pour la Semaine nationale de la réconciliation. Au cœur de cette édition 2025, le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Ce thème souligne bien sûr le rôle crucial que joue le patrimoine culturel dans la promotion de la paix et l'harmonie au sein des sociétés. Ça, c'est juste un rappel, mais il y a un thème spécifique qui nous réunit aujourd'hui. Ce numéro de questions d'actualité va mettre la lumière tout à l'heure sur l'approche de développement conduit par les communautés DCC, une méthode innovante qui vise à autonomiser les communautés en leur donnant les moyens et le pouvoir de décider de leurs priorités de développement. Cette approche est actuellement mise en œuvre à travers deux projets clés. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, en phase finale, et le projet de résilience communautaire et des services inclusifs au Mali, Malidenko, qui est donc en phase finale. Qu'en est-il exactement? Quels sont les acquis, les impacts et les bonnes pratiques issues de cette approche afin de renforcer son efficacité et d'envisager une mise à échelle? Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit de Adama Ibrahima Berté, il est coordinateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Bonsoir, Monsieur Berté. Bonsoir. De Bintou Walet Mohamed Ali, elle est spécialiste DCC du projet Malidenko. Bonsoir Bintou. Bonsoir. Laya Diko, il est spécialiste DCC du projet PCRSS. Bonsoir Diko. De Abdoulaye Ouldoliyin, il est expert DCC de Tombouctou. Bonsoir. Bonsoir. Et de Boubacar Ndiaye, lui, il est chef d'antenne Malidenko de Caille. Bonsoir Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. C'est un débat grand public avec des personnalités, des partenaires, des membres du gouvernement autour du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué. Bienvenue à vous tous. Et à un moment donné, nous allons donc donner la parole à ce charmant public venu nous assister. Et ce charmant public qui est venu donc de toutes les régions du Mali pour participer à la Semaine nationale de la réconciliation. Des témoignages seront donc faits sur l'approche de développement conduit par les communautés. Et nous allons sans plus tarder aborder le premier axe qui porte sur la compréhension et l'approche DCC. Et je vais me tourner vers M. Berté. Monsieur Berté, qu'est-ce que nous devons comprendre par l'approche développement conduit par les communautés? C'est quoi concrètement et quelle est sa spécificité? Merci beaucoup pour votre question. L'approche de développement conduit par les communautés, je dirais, est un système. C'est un système qui place les communautés au cœur des actions de développement qui les concernent. Alors, à la différence des approches classiques, l'approche DCC permet en fait à un village, à un quartier ou à une fraction de décider de manière collégiale, après plusieurs échanges internes au niveau de la population, regroupant l'ensemble des couches sociales, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, même les déplacés qui sont accueillis au niveau des communautés qui les reçoivent, de discuter ensemble des problématiques de développement qui les préoccupent. D'accord. Alors, Diko, vous intervenez au niveau des villages directement. Comment vous identifiez ces villages-là? Comment se fait le choix? Nous avons ciblé 721 villages. Après ce ciblage fait par la Marne, ça a été soumis au gouverneur des régions pour regarder les villages qui sont accessibles et surtout sécurisés, puisque c'est des villages choisis sur la base de la sécurité, il faut le dire. Sur les 721 villages retenus définitivement, c'est des villages sécurisés. Également, nous intervenons dans la région de Mopti, où nous allons
bientôt déployer les DCC avec 104 villages. D'accord. Et quelle est l'enveloppe prévue par village? Pour les projets PCRSS, l'enveloppe est identique pour tous les villages. Que le village soit grand ou petit, l'enveloppe est de 33 500 000 francs CFA. D'accord. Alors, Madame Bintou Wallet, dites-nous comment ça se passe sur le terrain concrètement par rapport au projet Malidinko. Il faut reconnaître que les deux projets ont la même approche en ce qui concerne le ciblage des localités. Le ciblage est fait tout d'abord en premier temps à un niveau technique au niveau du département qui est piloté par la mission d'appui de la réconciliation. Et pour les deux projets, nous intervenons seulement et uniquement dans les localités qui sont sécurisées où nous pouvons mener des activités de développement. Donc à ce niveau, pour le Malidinko, nous couvrons pratiquement toutes les localités des zones, des régions couvertes par le Malidinko. Alors il y a forcément un tri qui est fait s'il faut intervenir là où c'est sécurisé. Donc ce tri est fait au niveau des régions. Après, bien sûr, avoir consulté la base de l'administration territoriale, toutes les localités enregistrées à ce niveau. Et le tri est fait au niveau des autorités concernées en ce qui concerne les actions sécuritaires au niveau de la région. Pour le Malidinko, c'est évolutif. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'il y a un créneau bien défini pour investir ces fonds? Y a-t-il un suivi, que ce soit des projets de développement? Qui veille au grain? Il y a une équipe qui est sur le terrain, qui est déployée pour pouvoir mener les activités. Le créneau essentiel pour le projet Malidinko, c'est l'inclusivité. Donc, les populations bénéficiaires du projet sont directement impliquées dans tout le processus, depuis la phase de diagnostic de soi, de mise en œuvre, de suivi, etc. Ils sont impliqués. Donc, il y a des principes au niveau du projet que nous respectons beaucoup. Le premier de ces principes, c'est que les acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre de ce projet viennent du terroir même. Un projet gouvernemental, mais c'est les fils du terroir qui viennent s'adresser aux populations pour demander quels sont les besoins réels, comment on va les mettre ensemble. Donc c'est une base de confiance qui est là. Et ensuite, il y a des exigences au niveau du projet qui font que l'inclusivité soit établie, respectée et suivie à la lettre. Mais ça ne s'impose pas aux gens, nous les suscitons pour que toutes les couches puissent être impliquées dans le processus de mise en œuvre et d'exécution du projet. Liyine, vous n'avez pas encore pris la parole. On va vous donner l'occasion tout à l'heure. Le développement conduit par les communautés, on l'a dit, c'est un projet qui se veut inclusif. Alors, comment évaluez-vous la participation réelle des femmes, des jeunes autour de ce projet, ou des personnes vivant avec un handicap? Sur le terrain, on peut tout de suite remarquer que la participation n'est plus en réalité une question de présence, mais aussi de voir réelle la réalité dans les décisions. Bien qu'on a rencontré quand même quelques difficultés quant à l'implication des femmes. Par exemple, vous n'êtes pas sans les savoir, dans certains milieux, ce n'est pas du tout facile. Il y a forcément des anecdotes. Et effectivement, donc... pour ce qui est de la participation de femmes dans ces villages, les chefs de village résignent à laisser les femmes participer ou intervenir dans les différentes AG. Du coup, ce que nous avons pu faire, c'est effectivement grâce aux sensibilisations de facilitateurs communautaires et techniques qui sont sur le terrain, et également grâce au principe aussi des quotités minimales de représentation qui est exigé par les DCC, qui est de 30% de femmes pratiquement lors de la participation lors des AG, et également pour la mise en place, sinon la composition de différents organes de gestion. Et pour vous dire un tout petit peu, quant à la région de Tombouctou, nous avons pu, sinon je vais dire que nous avons eu le bonheur en tout cas d'avoir des femmes
qui ont été présidentes des comités. Je ne parle pas des sous-comités, mais je parle des comités de gestion, des comités de développement villageois de ces différents villages et fractions. Donc, elles sont devenues des présidentes. C'est là pour dire en réalité que la présence, en réalité, sinon la participation des femmes n'est plus qu'une question de symbole, mais elles participent, elles s'engagent, c'est également de la responsabilité qu'on montre. Monsieur Ndiaye, quel mécanisme concret vous avez mis en place pour garantir une représentativité équitable et active de tous les groupes dans les assemblées générales? Je disais tantôt, le mécanisme se fonde sur la participation collective. Au niveau des villages, on rassemble tout le monde. Donc il y a des quotas qui sont fixés au niveau du projet, notamment 30% des femmes qui doivent être présentes lors des assemblées générales, et puis une proportion très importante de l'ensemble des populations qui doit être là. C'est des conditions pour que les assemblées générales puissent se tenir. Et également, le fait d'avoir des projets qui sont identifiés par les femmes, au moins un projet, un sous-projet identifié par les femmes sont pris en compte. Et ensuite, l'ensemble des couches socio-professionnelles, que ce soit des éleveurs, des agriculteurs, les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde. Quand on va au niveau de la région de Caille, les images qu'on a aujourd'hui sont là pour témoigner, c'est extraordinaire. Ça suscite un élan de ferveur populaire. Souvent, quand on organise des assemblées générales à Caille, les chefs de village offrent même des bœufs pour organiser une fête, parce que tout le village est là pour assister. Donc le projet Mali Denko est d'un sens aujourd'hui pour le Mali, parce que ça suscite la mobilisation sociale, la mobilisation communautaire. Donc tout le monde se retrouve, tout le monde se reconnaît. Et ça ne vient pas s'imposer, on suscite et l'adhésion populaire est là. Donc les besoins de l'ensemble des couches socio-professionnelles sont pris en compte. Donc, je l'avais dit en début de mission qu'il y a des acteurs de ce projet dans la salle ici. On va les faire réagir tout à l'heure par rapport aux impacts de ce projet. C'est vrai que vous en avez parlé sur ce plateau, mais il y a des voix encore plus autorisées qui sont avec les populations. Il y a des bénéficiaires qui sont en salle ici. On va les appeler par région. Ils sont venus de toutes les régions du Mali pour participer à ce débat citoyen. Comment ça se passe dans la commune de Séréré? Nous sommes vraiment les acteurs principaux sur le terrain, donc nous pouvons vraiment en témoigner parce qu'ils l'ont déjà dit sur les plateaux. Nous qui vivons avec les communes tous les jours, nous avons vu l'impact qu'a eu le projet PCRSS au sein de nos communautés, surtout quand nous parlons de l'implication des femmes. Au nom des communautés de la région de Bandiagara, nous les remercions. Le projet a pu stabiliser notre région. Parce que depuis qu'on a commencé la mise en œuvre du projet avec les communautés, des jours au lendemain, l'apaisement est visible. Ça, c'est un atout majeur que nous avons apprécié sur le terrain. Et, Monsieur le ministre, merci pour ça. L'ERAR est toujours auprès de nous pour résoudre et nous accompagner et sur le terrain et à nos quotidiens. Merci l'ERAR à travers la Marne pour votre accompagnement. La stabilisation a été encore appréhendée dans la commune de Dialassagou, cercle de Dialassagou, où les déplacés qui ont été victimes des agressions barbares ou leurs villages entiers qui ont été déguerpis. Et aujourd'hui, grâce à l'approche TCC et au projet PCRSS, ils ont regagné leur village et ils sont prêts, ils ont tendu leurs bras à l'équipe PCRSS de Dialassagou pour leur enveloppe. Merci la Banque mondiale, merci le projet PCRSS, merci le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion. Je vais donner le dernier mot à Monsieur le ministre. Je vais d'abord commencer par remercier les uns et les autres. Vous savez, quand je vais commencer à parler de DCC, je ne peux pas m'arrêter.
tellement que je suis passionné par ça, tellement que je suis convaincu que ça fait partie des solutions et tellement je sais que c'est efficace. Donc, c'est toute une chaîne qui est là. Il faut savoir d'abord que c'est un principe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau virage, au niveau de la commune qui est plus bas, où on voit les virages de la commune, ainsi de suite. Le second niveau, c'est le niveau régional. Et le dernier niveau, c'est le niveau national. Donc, chacun a un rôle à jouer pour que ça puisse être. Ça veut dire que l'architecture même de l'État de haut en bas est en place pour servir celui qui est en bas, en l'aidant, en l'orientant. Et c'est un principe que nous avons appelé le principe des 80-20. C'est-à-dire, on s'assure que 80% des ressources aillent aux populations et les 20%, c'est la gestion du projet. Je vous assure, avec ce projet, la confiance est en train de revenir clairement entre l'État et la population. Merci de suivre le thème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. L'actualité, c'est bien sûr la pénurie de carburant avec la perturbation de l'approvisionnement en hydrocarbures depuis quelques semaines. Une situation créée par les attaques terroristes. Quand le terrorisme s'en prend à l'économie, c'est pour l'étouffer et ce sont les paisibles citoyens qui en payent les frais. Des mesures ont été prises par le gouvernement avec un plan de réponse à court, moyen et long terme. Et parmi ces mesures, la sécurisation des convois de citernes par les forces armées maliennes. Qu'en est-il exactement? Comment les convois peuvent-ils être mieux protégés contre les futures menaces terroristes? Et quel partenariat intra-AES peut être renforcé pour améliorer l'approvisionnement en matière de carburant? Pour la réponse, nous avons fait appel aux acteurs en charge de la question et les représentants de la société civile. Il s'agit de Fousséni Bamba, il est directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Bonsoir, Monsieur Bamba. Bonsoir, Madame. De Madame Keïta, Fatoumata Keïta, elle est la présidente de l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, Femme Leader. Elle est ancienne directrice nationale de la promotion de la femme, également de la formation professionnelle. Bonsoir, Madame Keïta. Bonsoir. De Mohamed Diallo, il est président CMTR du district de Bamako, Conseil malien des transporteurs routiers. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Madame. Et du docteur Oumar Traoré, il est vice-président du REDECOMA. Le REDECOMA, c'est le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir, Madame. Avec nous, les membres du CNJ, Conseil national de la jeunesse. Le CNJ est très actif avec l'initiative Andjoyoro. Cette initiative sera expliquée au cours du débat. Merci de votre présence ici et bienvenue à vous sur ce plateau. Qu'est-ce qui explique cette pénurie de carburant? C'est ce que nous allons aborder en premier lieu avec nos invités. De la reconquête du territoire, le terrorisme change d'objectif et s'attaque à l'économie avec des convois de citernes incendiées. Mais avant, il est bon de savoir, de s'enquérir de la situation de façon générale en matière de disponibilité du carburant sur le marché. Et nous allons vérifier tout cela avec M. Bamba, qui est directeur donc du commerce. M. Bamba, qu'en est-il sur le terrain? Quelle est la situation pour le commerce aujourd'hui par rapport à la disponibilité des hydrocarbures? Merci beaucoup, Madame. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie encore vraiment le public malien. Vraiment, en ce qui concerne la question posée, la situation du carburant sur le marché aujourd'hui, comme vous l'avez si bien résumé, depuis quelques semaines, nous avons constaté une certaine perturbation sur les axes routiers concernant l'approvisionnement des pays en produits de première nécessité, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers, les carburants. Depuis quelques jours, quand un tel phénomène arrive, vous sentez qu'il y a une tension sur le produit, c'est-à-dire vous allez voir qu'on est rentré dans une crise. Bon, donc depuis que nous avons commencé, il y a certains acteurs qui ont voulu vraiment tirer profit de cette situation en voulant vraiment augmenter les prix. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes transporteur routier, vous êtes sur le terrain. Dites-nous, quels sont les axes routiers ciblés aujourd'hui par les actes terroristes? D'abord, les axes, pour parler des axes, il faudra parler d'abord des lieux de ravitaillement.
parce que c'est une chaîne qui se suit depuis le ravitaillement jusqu'à la livraison en ville. Nous avons 3 grands axes pour ravitailler les pays. L'axe qui vient du Sénégal et l'axe qui vient de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, c'est du renouveau, nous avons l'axe Niger. L'axe Niger qui ravitaille surtout le nord. Ils ont commencé sur Bamako, mais après, maintenant, ils ravitaillent surtout le nord. Il y a l'axe secondaire de la Guinée. Ce n'est pas un lieu de production et de grande commercialisation, c'est un lieu de passage du produit malien en Guinée. Donc c'est un axe qui n'est pas très fréquenté et qui n'a pas d'une grande capacité. Donc le Mali est ravitaillé sur les 3 grands axes, Abidjan et Sénégal. Et ce sont ces axes qui sont attaqués aujourd'hui. Quand on vient de l'axe du Sénégal, on passe facilement par le sud ou le nord. Le sud, c'est avec Kita, donc cet axe, en passant par Kenyeba, il est attaqué, et en passant par Kaï aussi. Cet axe est attaqué, et il y a l'axe aussi qui vient de Sekasso. Donc ceux qui viennent de Sekasso, c'est les gens qui viennent d'Abidjan. Donc à cela, je vais ajouter des autres ravitaillements, on appelle ça comme l'axe Lomé, Bénin, Ghana. Qui viennent en surplus. Voilà, qui viennent en surplus, mais tout ceci, ils rentrent par l'axe Sekasso. Mais quand ils viennent, parce que au vu de la distance entre le Mali, parce que c'est entre 2500 km pour aller se ravitailler et venir et vendre à un prix structuré, donc ça demande beaucoup de combinaisons, ça demande beaucoup de subventions de l'État. Et pour maintenir ces prix à ce niveau, donc là, il faut que tout ceci soit bien centralisé. Il est centralisé aussi à un niveau qu'on appelle l'ONAP, l'Office national des produits pétroliers, qui fait maintenant faire sortir le prix. D'accord. Ces attaques ont beaucoup joué ces derniers temps sur votre activité au quotidien. Dites-nous quel est l'impact de ces attaques terroristes sur le volume du ravitaillement du Mali en hydrocarbures. Quand on regarde d'une manière générale, d'abord le produit pétrolier, c'est des produits inflammables, c'est des produits dangereux. Et dans le transport, c'est un transport spécial. C'est une école spéciale. Et le chauffeur aujourd'hui, les chauffeurs de citerne, ce n'est pas un chauffeur de grand porteur comme remorque, tout ceci, ils sont spécialement formés. Parce que toute erreur, ça peut amener un incendie, ça peut amener le feu, ça peut amener des incendies très graves. Ils sont spécialement formés pour ça. Donc déjà, les produits inflammables, quand ils sont attaqués en cours de route par des, comme on le disait, je suis un peu truc, mais des fois, c'est des roquettes qu'on tire sur les camions. Je salue la peur ici, les forces de l'ordre, qui déploient des moyens énormes. Mais la sécurité à 100% des citernes, ce n'est pas du tout possible. Parce qu'un produit inflammable, même si quelque chose le touche, c'est bonjour les dégâts. Docteur Traoré, vous êtes du Redecoma. Comment vous vivez ces instants en tant que consommateur? Merci madame pour nous avoir donné l'occasion vraiment de parler d'une préoccupation très importante, non seulement pour toute la nation, mais en particulier pour tous les citoyens en tant que consommateurs d'un produit aussi essentiel que le carburant. Et lorsque cette crise a commencé, ça a suscité alors une atmosphère de peur, de panique en quelque sorte, et au niveau des consommateurs, parce que les gens voyaient déjà une menace pour leurs préoccupations, pour leurs besoins en carburant, et qui pourrait compromettre même leurs activités, et donc aller même contre l'économie donc du pays. Donc pour cette raison, alors nous avons estimé en tant qu'association de consommateurs qu'il faut toujours alors communiquer dans pareille situation pour calmer les esprits, pour que les gens soient préparés à une résilience vraiment qui pourrait permettre de l'autre côté au gouvernement, aux autorités de faire face à la situation de crise. Mais malheureusement, nous avons constaté que cette communication est venue un peu tardivement, pendant que les gens s'affolaient, pendant qu'il y avait des désordres, la désorganisation au niveau des stations d'approvisionnement.
Alors, on ne disait rien, on ne savait pas beaucoup de choses sur la situation. Donc, pour nous, il faut communiquer, il faut informer, parce que nous sommes partie prenante. Alors, Madame Keita, vous êtes femme leader. Les femmes sont au début et à la fin de tout au processus aujourd'hui. C'est une période qui n'est pas facile. D'abord, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Ok, merci. Merci à l'ORTM d'avoir organisé cet espace qui nous permet de nous exprimer par rapport à un problème crucial. D'abord, je dirais que à entendre ce que c'est dit, ce qu'on dit ici, je me dis que mais il n'y avait pas de prévention, on n'a pas pensé à une prévention, surtout au moment où on brûlait les citernes. Parce qu'il a fallu qu'il y ait pénurie sur le terrain maintenant, que tout le monde se lève. Mais quand on a commencé à brûler les citernes, on devrait prévoir tout ça. On devrait peut-être voir quelles conséquences cela peut avoir. Parce que c'est ça justement le problème. Parce qu'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas mon problème. On se dit, ah, c'est l'État. Surtout les femmes, nous les femmes, hein, on met du temps à comprendre que nous sommes aussi interpellés par rapport aux questions qui concernent l'État. On est là, on laisse les autres faire. Souvent aussi, on ne nous appelle pas. Donc moi, je crois que le problème, c'est quoi? C'est un manque de responsabilisation des citoyens. C'est parce que là où on est, on sait qu'on est dans une situation de crise. On doit veiller à tout. La vente dans les bidons pour faire du stock est un véritable danger. Il faut des mesures à ce niveau, c'est très important. Le CNJ contribue à sa manière pour aider à mettre de l'ordre dans les stations-service pour que les citoyens soient bien servis sans grande difficulté. Alors, nous allons donc demander à Nyama Sédou Kouyaté, qui est le coordinateur adjoint chargé de l'Afrique au niveau du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse. Monsieur Kouyaté, alors, dites-nous, c'est quoi l'initiative Adjoro? Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord, je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, je remercie les plus hautes autorités et aussi saluer la résilience du peuple malien durant cette crise. L'opération Andjoro est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali en cette période de crise dans le cadre de la gestion et la distribution du carburant. Aider la population à avoir accès au carburant en faisant des informations, de leur donner des bonnes informations, faire des sensibilisations et organisation, c'est-à-dire la coordination au niveau des stations et aussi une situation de veille citoyenne. On va faire un dernier tour de table maintenant par rapport aux questions d'évaluation et d'amélioration post-crise. Il faut qu'on y pense dès maintenant et je vais commencer par Madame Keita. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette situation et préparer l'avenir? On ne s'attendait pas à ça. C'est comme quelque chose qui nous est arrivé sans qu'on s'en attende. Parce qu'on ne savait pas que le terrorisme allait jusqu'à ce niveau. Donc il faut qu'on soit toujours prêt. Il faut que les Maliens se réveillent. Donc il est temps vraiment de prendre les choses au sérieux. Il est temps de comprendre que ce n'est plus comme avant. Il est temps de comprendre que nous avons un rôle à jouer pour la sauvegarde de notre pays. D'accord. Monsieur Traoré, quelle est la leçon à tirer de cette crise? Je dirais que les Maliens sont de plus en plus préparés, je dirais même aguerris pour faire face à des situations de crise qui pourraient créer le terrorisme. Et ça, nous avons été préparés à cela et averti même par les autorités de tout temps, et ça a été compris, heureusement, que les difficultés seront toujours là face à l'adversité que nous subissons de la part de forces exogènes. Donc il faut qu'on soit toujours préparé. Et c'est une leçon qu'on va tirer encore de cette crise pour nous aguerrir en réalité. Alors, M. Diallo, est-ce qu'il nous faut des investissements à long terme pour renforcer l'infrastructure énergétique, par exemple?
Oui, pour pallier ce problème? Oui, c'est ça ce que je veux dire. Déjà, le gouvernement il avait déjà anticipé ce que je vous ai dit, les pipelines. Les pipelines sont des choses aujourd'hui qui peuvent nous permettre de faire face à ces difficultés comme ça. Ça serait moindre si on avait les pipelines jusqu'à Bamako. Le problème n'allait pas se poser aujourd'hui. Donc ça, c'est le 2. Aujourd'hui, il faut que nos gouvernants soutiennent les secteurs de transport. D'accord. Alors, M. Bamba, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Quel est ce message d'assurance aujourd'hui aux Maliens pour les rassurer davantage par rapport à cette question de pénurie de carburant? Dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça va s'améliorer? Oui, donc merci beaucoup, madame. Donc nous sommes quand même engagés, nous, à notre niveau, nous, agents de l'État, pour faire tout. C'est ce qui est l'objectif des plus hautes autorités. Travailler sur les boussoles, c'est le peuple malien. Travailler, mettre tout en place pour que le peuple malien puisse se sentir mieux. Donc je sais que la crise est là actuellement. Donc nous allons continuer à travailler. Nous devrons aussi profiter vraiment de cette crise-là, vraiment de ne pas voir seulement côté négatif, les opportunités que nous allons profiter de voir les failles qui se trouvaient dans les dispositifs pour pouvoir mieux les améliorer. Donc on ne va pas s'asseoir en public pour dire comment est-ce que nous allons le parler. L'ennemi aussi nous regarde. Donc on va travailler. Je sais que les autorités sont en train de travailler arrache-pied pour que vraiment nous puissions vraiment essayer d'améliorer notre système pour faire face vraiment à des chocs pareils. Donc nous allons continuer et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir donner satisfaction au peuple malien. Je sais que les dispositions sont déjà prises pour que vraiment le ravitaillement puisse continuer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Question d'actualité. L'actualité cette semaine, c'est bien l'adoption par les membres du Conseil national de transition du programme d'action du gouvernement à l'issue d'une journée marathon de questions-réponses, plus de 300 questions et des réponses claires du Premier ministre. Verdict du vote à l'issue de 8 heures de débat, 128 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Quitus donc de l'organe législatif pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme avec ses 8 axes prioritaires fixés par le président de la transition, 24 objectifs, 72 actions et 311 activités. Financement à rechercher par le budget national, plus de 1671 milliards de francs en CFA, avec des indicateurs d'évaluation, bien sûr, 483 au total. Pour diagnostiquer cette feuille de route du gouvernement pour la période 2025-2026, nous recevons sur ce plateau 3 invités. Professeur Abraham Bengali, il est conseiller technique au cabinet du Premier ministre. Bonsoir, professeur Bengali. Notre deuxième invité est Fatoumata Traoré. Elle est juriste spécialiste en développement, genre et gouvernance. Elle est également la directrice du Centre d'études pour l'équité et l'excellence. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et enfin, notre troisième invité est Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. On peut dire que c'est un plébiscite car aucun membre du Conseil national de transition ne s'est opposé à l'adoption du programme d'action du gouvernement PAG 2025-2026 présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est passé comme une lettre à la poste. Monsieur professeur Abraham Bengali, vous êtes conseiller au cabinet du Premier ministre et on peut dire que vous êtes l'un des artisans de l'architecture de ces documents. Dites-nous, vous avez passé combien de nuits blanches pour sa conception? Merci beaucoup. La préparation d'un document stratégique comme le plan d'action du gouvernement est exigeante. Elle demande beaucoup de temps. Elle demande également une organisation interne. C'est la raison pour laquelle, sous la haute direction, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un dispositif a été mis en place au niveau du cabinet du Premier ministre et également au niveau des différents départements ministériels. Donc c'est à l'issue
de cette large consultation que le document a été élaboré. Madame Fatoumata Traoré, vous avez suivi la présentation du Premier ministre le vendredi 16 mai et les débats le lundi qui a suivi le 19 mai. Sur la forme, qu'est-ce qui vous a marqué? Merci beaucoup, Sidiki. Ce qui m'a marqué par rapport justement à cette présentation, c'est l'exercice en lui-même, c'est-à-dire l'exercice démocratique qui a été adopté donc pour présenter le plan d'action du gouvernement. Et ça a été retransmis en direct et en même temps, on a donné l'occasion aux membres du CNT de s'exprimer et de parler aussi de leurs propres préoccupations. Et en même temps, ce qui m'a marqué, c'est le fait que quand on regarde ce plan d'action du gouvernement, on sent qu'il y a une certaine rupture avec l'ancien système de présentation où, par exemple, on a essayé, en tout cas c'est fait, on a présenté ce plan d'action donc, à l'organe législatif qui est le CNT et on lui a donné l'occasion aussi de s'exprimer sur les différents axes, éventuellement aussi de parler des préoccupations qui pourraient éventuellement être prises en compte. Et en même temps, ce qui m'a également marqué, c'est le fait que, par exemple, on sent qu'il y a une certaine souveraineté financière qui est quand même exprimée. Docteur Touré, vous avez suivi également la présentation. C'était prévu dans le programme du CNT 3 heures de présentation, mais le Premier ministre a présenté le document en 33 minutes et les débats les lundis, on a quand même suivi pratiquement pendant 8 heures de temps les questions et réponses. Donc ça valait le coup. Oui, tout à fait, parce que si on se réfère même au document, le plan d'action gouvernemental, c'est une période donnée, qui, moi, est un tournant décisif pour la transition, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, sa réussite ouvre la voie à beaucoup de choses, c'est-à-dire à la stabilité, aux élections, à la prise en compte de toutes les préoccupations. C'est un document qui, à mon avis, est aligné sur les initiatives récentes. Nous avons la feuille de route donnée par le président de la transition, les assises de la refondation, le dialogue intermalien, et aussi nous avons aussi la stratégie nationale pour l'émergence des Mali durables 2024-2032. Et pour ne pas oublier, nous avons aussi la vision Mali-Sirakura 2063, Nieta, voilà, donc merci bien. Donc c'est un ensemble de documents pour moi qui stipule, qui encadre un peu les préoccupations et les aspirations. Donc nous avons aussi la dimension de la souveraineté alimentaire, notamment la maîtrise des besoins. Nous avons aussi, dans cette dynamique, il y a un aspect important du Premier ministre qu'on appelle comment restructurer des réserves stratégiques, notamment comment tenir la question de la cherté de la vie, comment renforcer les agriculteurs. Nous avons aussi la dimension AS qui a été dit dans le PAG. La dimension AS veut dire ici, c'est une approche innovatrice parce que pour moi, ça prend en compte la création de l'AS en tant qu'un espace commun pour la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des biens et l'harmonisation des politiques. Donc c'est tout un ensemble qui, moi, à mon avis, pourrait faire sortir le Mali de ce qu'on appelle donner l'émergence des Mali Koura où les problèmes de sécurité, d'insécurité alimentaire seront de mauvais souvenirs. Donc pour quitter cette présentation, il y a un point important qu'on appelle la prise en compte holistique de la sécurité. Le Premier ministre a insisté sur une nouvelle approche qu'on appelle l'approche de la mise en opération des plateformes Mali Dugu-Kolokuro. Dugu-Koroko, voilà. Donc c'est un aspect important pour le retour de l'administré auprès des administrés. Nous avons aussi l'émergence d'un nouveau mécanisme de suivi avec un effectif supplémentaire de forces de sécurité 9000 pour les axes routiers. Nous avons beaucoup de paramètres pour dire que le document, à mon avis, correspond et répond aux besoins d'un Mali nouveau, émergent, prospère. Donc, quant au débat, c'est qu'on peut dire, les débats, vraiment, c'était intéressant. Les membres CNT ont joué le rôle, ont transmis, ont acquis de droit les préoccupations des populations du Mali, du Malien lambda, des Maliens éloignés qui n'ont pas l'occasion de rencontrer le Premier ministre. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que le Premier ministre même, juste après qu'on demande de voter, vous avez vu que c'est à l'unanimité.
Donc, vous savez que les réponses ont été données, la satisfaction est là, Oui. des membres du CNT, où certains se retrouvent déjà dans l'exécution à terme d'un programme qui peut sortir du Mali de la situation de avant 2020 et capitaliser les acquis et pour un Mali émergent. Oui, justement, et professeur Bengali, après l'adoption de ce programme d'action du gouvernement, tout de suite, vous étiez là au CICB, vous avez suivi. Je rappelle que l'OATM a retransmis en direct l'intégralité des débats. Quelle a été votre réaction tout de suite? Ouf de soulagement? Oui, puisque quand on regarde le niveau du débat, et surtout les questions qui ont été posées, nous sommes rendus compte que les préoccupations des populations ont été suffisamment mis en débat par rapport au document qui a été présenté. Et nous nous sommes rendus compte que le plan d'action du gouvernement apportait des réponses concrètes à ces préoccupations-là. Ce qui a justifié d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé à juste titre, le vote à l'unanimité. Et quand on fait un travail comme ça, au finish, il y a la satisfaction, c'est la satisfaction totale. Oui, il y a ce sentiment de satisfaction, d'une part, mais d'autre part, nous avons aussi une sorte d'interpellation, puisqu'on doit aller vers la mise en œuvre. Il faut mettre en œuvre le plan d'action, ce qui demande beaucoup plus d'engagement. Et le Premier ministre lui-même l'a rappelé à juste titre. Il s'agit maintenant d'aller sur le terrain et de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre vraiment de réaliser ces actions-là. Et pour ce faire, des dispositions seront prises au niveau de l'administration pour faire un suivi régulier au niveau de chaque département et faire également une évaluation périodique pour que les engagements pris puissent être concrétisés. Comme vous le savez, c'est un document stratégique qui engage le gouvernement, mais qui engage aussi toute l'administration, parce que c'est un véritable mouvement qui est déjà créé, qui va permettre non seulement aux services centraux de jouer leur rôle, mais ce mouvement va permettre également au niveau des régions, les services qui sont dans les régions, l'ensemble des services techniques de l'administration, d'apporter leur contribution significative dans la mise en œuvre des actions qui sont prévues dans le PAG 2025-2026. Ok. Ouf de soulagement. Donc, mais Fatim, en regardant les débats, en suivant les débats, est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'ils vont voter ou pas? Est-ce que vous avez eu ces sentiments-là? Ou bien, tout de suite, là, vous avez eu l'impression, vous vous êtes dit, non, ça va passer comme une lettre à la poste? C'est vrai. À un moment donné, je me suis dit, mais avec toutes ces préoccupations, parce qu'il faut reconnaître que certaines préoccupations n'étaient pas dans le PAG. Et ça fait que je me disais, mais est-ce que ces préoccupations pourront être prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre? Lesquelles, par exemple? Par exemple, quand on prend toutes les questions liées au foncier. Vous savez, ce qui est proposé dans le PAG, souvent les problèmes fonciers vont au-delà de ça. Et quand on prend aussi toutes ces questions liées également à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Donc c'est vrai, il y a des routes, il y a l'alimentation et tout. Mais par exemple, tous les volets liés, par exemple, à certains produits de première nécessité, tels que les légumes et fruits, ne sont pas abordés comme une stratégie qui devrait être mise en place. Alors qu'on sait que par rapport au panier de la ménagère, c'est des choses qui comptent parce que ce n'est pas uniquement les céréales qui permettent de faire vivre une famille.
souvent, ce qui rentre dans le cadre des produits, en tout cas maraîchers, est même beaucoup plus cher que les céréales en question. Donc, il y avait beaucoup de choses de ce genre, parce que je pense qu'il y avait carrément un appel pressant de la population par rapport à certaines préoccupations qui me paraît aussi juste. Un PAG est fait justement pour donner une orientation claire et partager également la vision du gouvernement. Comment le gouvernement entend résoudre les problèmes pressants de la société. Et je pense, tout compte fait, c'est un PAG qui est quand même assez ambitieux, moi je dirais. D'aucuns diraient aussi qu'il y a certaines préoccupations qui n'ont pas été prises en compte. Mais déjà, le fait que ce soit un plan d'action qui soit axé sur les principes de la gare, la gestion axée sur les résultats, mais en même temps qui respecte les principes, les 3 principes de l'action gouvernementale, à savoir par exemple le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et puis la défense des intérêts supérieurs du peuple malien. Donc on voit clairement à travers ce plan d'action du gouvernement que c'est des préoccupations qui ont été prises. J'ai parlé tantôt de la souveraineté financière. Et il y a aussi un accent qui est mis sur la bonne gouvernance. Et ça me paraît très important parce que je pense s'il y a un mal qui mine notre société aujourd'hui, c'est justement ces questions liées à la gouvernance. On parle d'une administration performante, professionnelle, et moi je dirais vivement cette administration. Je ne sais pas quelles sont les activités qui sont prévues justement pour avoir cette administration performante, parce que les différentes en tout cas activités que j'ai vues dans la présentation, pour moi souvent il y a autre chose à faire plus que cela, parce que ce n'est pas uniquement le renforcement des capacités du personnel. Ce n'est pas aussi avoir une gestion intégrée des ressources humaines, parce que ça n'existait pas. C'était un moyen pour éviter la fuite des capitaux, c'est-à-dire la dilapidation des ressources. Mais pour que nous ayons des cadres compétents, des cadres performants, des cadres qui ont un sens du devoir et de la responsabilité, je pense qu'il faut aller plus loin. Je retiens également que quand on prend un axe comme la défense et la sécurité, c'est vrai, il n'est un secret pour personne aujourd'hui qu'en matière de défense et de sécurité, il n'y a pas un Malien qui pourra te dire, même au-delà du Mali, qu'il n'y a pas eu des efforts. On sait très bien que les efforts sont palpables à tous les niveaux, même si des poches de sécurité persistent, même s'il faut des efforts supplémentaires pour arriver à mieux sécuriser les populations. Et c'est pour ça que quand je parlais de la question de gouvernance, je pense que cela aussi va aider, justement. C'est-à-dire que ce qui devrait être fait doit être fait forcément pour que, justement, toute cette question liée à la sécurité, à la satisfaction des besoins fondamentaux, à l'éducation, à la santé, et puis tout ce qui est lié également à la diplomatie, une diplomatie, on va dire, qui a pu déconstruire le narratif erroné qu'on avait de notre pays. Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et nous mettons nos projecteurs ce soir sur le lithium, une substance stratégique dans un contexte mondial marqué par l'accélération de la transition énergétique. Le Mali, dans une logique de diversification de l'exploitation des ressources minérales, a mis en service 2 mines de lithium. La première à Ngoulamina en décembre 2024 et la deuxième à Ngalana le 3 novembre, inaugurée le 3 novembre 2025. 2 gigantesques projets dans la région de Bougouni, dont les retombées économiques sont estimées à environ 1000 milliards de francs CFA pour chaque mine sur une dizaine d'années d'exploitation, avec des milliers d'emplois pour les jeunes. 35% constitue la part de l'État, avec un impératif de développement communautaire convenu entre les parties. Alors, comment fonctionnent les 2 mines de lithium du Mali? Comment les contrats sont exécutés? Et que doit attendre le Mali de cette exploitation de lithium?
Pour la réponse, nous avons fait appel au responsable chargé de la question. Il s'agit de Lassana Guindo. Il est conseiller technique chargé des mines au ministère des Mines. Bonsoir, Monsieur Guindo. Bonsoir, Madame. Desseydou Semega, il est directeur général de la société Lithium du Mali SA. Bonsoir, Monsieur Semega. Bonsoir, Madame Bachili. Et de Issa Kamisogo, il est directeur des ressources humaines et de l'administration de la société Les Mines de Lithium de Bougouni. Bonsoir, Monsieur Kamisogo. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on va commencer par une question toute simple qui va paraître banale pour nous, profanes en la matière. Monsieur Guindo, on entend parler de lithium en longueur de journée. On sait qu'il est très précieux. C'est quoi le lithium? Merci une fois de plus, Madame. Et merci à mon co-débatteur. Comme vous venez de le dire, le lithium, tout comme l'or, c'est une substance minérale qui existe dans la nature, mais qui a une très grande valeur dans l'économie, dans l'industrie, dans la santé. Le gisement de lithium se présente de deux façons. Soit c'est dans les roches, tout comme l'or est dans les roches, le lithium aussi peut être dans les roches. On appelle ça le lithium dans le spodumène, les pegmatites d'abord, qui contiennent du spodumène, duquel est extrait le lithium. Et il y a également le lithium qui peut se présenter sous forme de saumure. Les saumures, c'est des lacs salés qui se sont asséchés. Donc le lithium, tout comme le sel, se dépose dans ces lacs. Ces types de gisements sont très connus dans une zone qu'on appelle le triangle du lithium. C'est la Bolivie, le Chili et jusqu'en Argentine. Donc c'est la deuxième phase de lithium. Le lithium il peut avoir beaucoup d'utilité dans l'industrie. Dans la transition énergétique, le lithium aujourd'hui est utilisé comme élément des batteries électriques. Nos téléphones, on utilise le lithium. On utilise le lithium dans le domaine de la cosmétique, comme le talc que nous utilisons vraiment pour... nous venons vraiment d'utiliser ça, c'est là tout de suite. Le lithium est utilisé dans la cosmétique, il est utilisé dans la santé comme pansement gastrique. Comme pansement gastrique pour les gens qui ont les ulcères et autres. Il est utilisé également comme peinture pour certaines qualités non élevées de lithium. Le lithium peut être utilisé comme peinture, comme pâte dentifrice. Il est utilisé également dans les technologies de l'avionique. Les carlingues des avions, souvent, sont construites vraiment avec du lithium. Alors pourquoi dit-on que c'est une substance stratégique pour le Mali, l'Afrique et le monde entier? Ok, la notion de substance stratégique, je crois que c'est une innovation du Code de 2023. Une fois de plus, la notion de stratégie, ça veut dire ça concerne les substances minérales dont la demande est grande, qui peut apporter un grand profit à l'État. Donc nous classons vraiment ce type de substances dans la catégorie des substances stratégiques. Pour le moment, l'or, le lithium et même l'uranium sont des substances stratégiques. La liste des substances stratégiques peut varier en fonction de l'environnement. Plus le coût est élevé, plus ils peuvent se retrouver dans les substances stratégiques. Et en termes de valeur, en comparant le lithium à l'or, quel est le métal le plus lourd? Le métal le plus lourd, le plus précieux, ça c'est l'or. Donc l'or jusque-là quand même garde sa... Pèse plus que le lithium. Voilà, garde sa position. Le lithium, il a une très grande valeur par rapport à son aspect utilisation dans le domaine de... Avec l'avènement des véhicules électriques, le lithium quand même a eu une grande importance. Monsieur Semega, ça va faire bientôt une année que les portes de Goulamina ont été ouvertes par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes à quel stade aujourd'hui à Goulamina par rapport à la production? Déjà, pour moi, c'est le lieu de remercier le partenaire chinois, Ganfeng Lithium, parce que Goulamina a pu voir le jour grâce à ce partenariat stratégique qui découle naturellement du partenariat entre le Mali et la République populaire de Chine dans le cadre de la redéfinition des orientations de notre nation et naturellement dans le respect des principes édictés par
son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, en faveur du respect des choix stratégiques du Mali, en conformité avec la volonté du peuple malien de mettre en avant ses ressources. On a pu bâtir Golamina et nous l'avons inauguré sous l'égide du président le 15 décembre 2024. Donc cela nous fera bientôt une année et c'est exceptionnel. Au 30 septembre 2025, Golamina représente un investissement total de 545 millions de dollars américains, ce qui équivaut à un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Donc cela inclut toutes les phases, depuis les phases de recherche, les phases de construction, et également la contribution directe à l'économie malienne. Donc à cela, je tiens à préciser que Golamina, c'est un gisement de classe mondiale. Golamina, aujourd'hui, c'est le 5e plus grand gisement de lithium au monde. C'est un gisement exceptionnel, une ressource de 267 millions de tonnes pour un lithium contenu de 1,38%. Cela signifie simplement que nous extrayons de la terre le spodumène, qui est le métal, d'où on extrait le lithium. Donc, la contenance de ce spodumène qui vient directement du sol, il y a 1,38% de lithium contenu. Donc, le processus chimique nous permet d'enrichir sur le site de Golamina jusqu'à 6% pour obtenir le concentré de spodumène. Donc, le concentré qui se présente sous forme de farine un peu plus grossier et que nous exportons vers la Chine auprès de Ganfeng qui est l'acheteur du produit. Et Ganfeng ensuite... achève le travail. Ah, exactement, voilà, pour obtenir l'oxyde de lithium et en fonction des besoins, le carbonate de lithium. Alors, on se demande tous ces chiffres qu'on annonce. Qu'est-ce que le Mali gagne là-dedans? Quelles sont les retombées pour les caisses du Mali? Aujourd'hui, il faut noter que Lithium du Mali SA est la toute première société ayant accompagné l'État dans la transition vers la migration vers le nouveau code minier de 2023. Et en plus de cela, on fait assez référence souvent au contenu local. Donc aujourd'hui, nous l'appliquons sans retenue, sans considération aucune de la part de qui que ce soit. Donc les textes sont clairs. Nous travaillons en conséquence. Lorsqu'on a besoin d'éclaircissement, on s'adresse aux autorités compétentes pour ce faire. Depuis l'inauguration jusqu'à ce jour, je peux vous dire que la contribution de Lithium du Mali SA s'élève à 70 575 377 899 francs CFA. Donc la distribution, c'est en termes d'achat de biens et de services auprès des fournisseurs locaux, juste sur le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est 54 milliards. En termes de taxes et impôts payés à l'État, c'est environ 10 milliards. Et enfin, les salaires versés aux employés travaillant, c'est 2,3 milliards. Donc ceci est majeur. Et quand on essaie de voir un peu l'historique depuis 2021, 22, 23, 24, la contribution directe en faveur des entreprises locales s'élève à un peu plus de 151 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous travaillons avec une centaine d'entreprises locales au niveau de Golamina et nous pensons qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire dans le sens où ces entreprises sont dans une dynamique nouvelle d'apprentissage, de substitution par rapport à ce que les entreprises étrangères faisaient avant. Monsieur Kamisogo, en termes de capacité de production, on pourrait s'attendre à combien? Monsieur Semega parlait tout à l'heure de la production au niveau de Golamina. Nganala, on s'attend à combien, avec quel avantage économique pour le Mali? Nganala, comme je l'ai bien dit avec la première phase de ce projet, nous estimons que annuellement, la capacité de production est estimée à 120 000 tonnes de concentré de spodumène pour une durée moyenne de 4 années, on peut aller avec ça. Donc, je tiens à préciser également que les explorations continuent et ça pourrait aller au-delà de ça. Donc en termes de retombées économiques, vous savez, avec Nganala, le chiffre d'affaires, comme le président de la transition avait bien mentionné, annuel c'est tous les 36 milliards de francs CFA, avec 140 000 tonnes de concentré de spodumène par an. Le projet permettra non seulement de générer des revenus pour les partenaires de l'État dans ce projet, parce qu'il faut comprendre que l'État a 35% dans ce projet, et Code Almani UK qui a également 65% dans ce projet.
Donc Kodal Mining UK, c'est une société qui est constituée par Hainan Mining, qui est une société chinoise, et Kodal Mineral, qui est une société basée à Londres. Donc, en termes de retombées économiques, Nganala, déjà, les investisseurs du secteur privé, c'est-à-dire que les entreprises locales ont bénéficié déjà plus de 24 milliards depuis le début du projet jusqu'à nos jours, en termes de chiffre d'affaires, de partenaires avec nous. Et en plus de ça, du côté communauté locale et de la création d'emplois, nous avons plus de 500 employés qui travaillent sur nos sites aujourd'hui. Et la majorité des travailleurs, non seulement ici du local, mais la direction et le personnel de direction est majoritairement des Maliens. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Nganala, c'est un projet piloté par des Maliens, presque à 99% aujourd'hui. On va faire un dernier tour de table sur les perspectives. Je commence par M. Semega. Quel est l'avenir du lithium au Mali? Il est prometteur. L'avenir du lithium, il est brillant. On le dit, le lithium, c'est l'or blanc. Et à travers le lithium, le Mali s'affirme en tant que pays minier par excellence. Et par rapport à Goulamina spécifiquement, maintenant nous disposons d'une capacité de production de 506 000 tonnes par an. Nous avons une phase 2 en perspective. Nous avons commencé les activités afférentes à l'étude de faisabilité. Cela va nous permettre de doubler la capacité de production, notamment à travers l'amélioration de la capacité de traitement de l'usine de concentré. Monsieur Kamisogo, à quoi va ressembler Nganala dans 10 ans? Dans 10 ans, Nganala, d'abord, ça va doubler ou tripler peut-être la production actuellement définie dans l'étude de faisabilité, parce que Nganala, ça va se transformer à Sogola Baoulé, et également on va utiliser des produits issus du traitement de Nganala qui vont être recyclés pour la deuxième phase du projet. Donc Nganala, qui va devenir Sogola Baoulé Boumou dans les années à venir, aura, en termes de revenus, en termes de perspective de développement, doublé ou triplé par rapport à l'existant qui est là aujourd'hui. Monsieur Guindo, doit-on s'attendre à de nouveaux projets miniers sur la substance lithium? Oui. Je crois que nous disposons de plus d'environ 100 permis de lithium, parmi lesquels certains sont en phase très très avancée. Donc je suis très très optimiste que dans les années à venir, en plus de ces 2 gisements, nous allons découvrir d'autres gisements. Et à quand la transformation locale de cette substance au Mali? Nous allons continuer vraiment les discussions et les réflexions sur le sujet. Déjà avec le lithium du Mali, nous avons déjà mené des réflexions, nous avons fait des discussions par rapport à comment nous pourrons transformer ce lithium ici au Mali pour que nous-mêmes nous puissions fabriquer nos batteries solaires ici à moindre coût, compte tenu vraiment du contexte que nous vivons aujourd'hui. Je crois que les réflexions sont très très poussées à ce niveau. Le lithium a une très belle perspective. Si je prends vraiment les 20 dernières années, sinon les 10 dernières années, il y a eu comment l'évolution du prix du lithium s'est accélérée, dû vraiment aux fortes demandes de cette substance minérale qui était liée vraiment à la transition énergétique, aux fortes demandes de véhicules électriques. Je peux dire que de 2019 jusqu'en 2022, les prix du lithium vraiment étaient en train d'aller en flèche parce que cela était lié directement à la demande très forte du produit qui a commencé à diminuer à partir des années 2022-2023. Le prix a été pratiquement divisé par 2, mais cela était dû au fait que cette forte demande avait été honorée par un autre type de lithium que j'avais appelé les saumures, les lithiums venant vraiment des saumures. Mais la tendance est en train de changer aujourd'hui. C'est que le prix va remonter à cause vraiment de la forte demande toujours technologique. Donc ce prix va continuer à monter. Donc, ce qui va donner vraiment une très très belle perspective à cette substance minérale. Augmenter, le Mali va engager vraiment beaucoup de revenus par rapport à cette substance minérale. On le souhaite vivement. Merci à vous d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. Merci. Voilà, ce débat se referme ici.